Nous abordons maintenant dans cette deuxième partie d'après-midi les stratégies de développement possibles, évidemment dans un objectif de viabilité économique pour nos CFA, CFPPA. Notre première intervenante, que je remercie très, très sincèrement et très chaleureusement de s'être mobilisée, qui plus est dans des délais extrêmement contraints, Madame Pauline Bourdin, donc, qui est chef du département stratégie en charge du plan d'investissement dans les compétences à la DGEFP. Donc, Madame Bourdin, c'est à vous. Merci. Ça marche? Non, ça marche. Si, ça marche, vous m'entendez? Bonjour à tous. Je vous propose, je vais tenter en tout cas, de vous expliquer rapidement les principes directeurs du plan d'investissement dans les compétences nouvelle version. Parce que le plan d'investissement dans les compétences que nous avons porté à partir de 2018, son cycle s'est arrêté fin 2023. Et que donc on a travaillé tout 2023 sur la transition à passer et sur le nouveau cycle possible à couvrir jusqu'en 2027. Et donc, en effet, c'est la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle au sein du département de la stratégie que l'on porte aujourd'hui le plan d'investissement dans les compétences qui a été recentré. Donc, j'ai l'impression des divers échanges que j'ai eu en préalable, que vous connaissez le PIC ancienne version. Donc je vais tenter de vous expliquer ce qu'il en est pour la nouvelle version. Rapidement, le précédent plan d'investissement et compétences, son objectif stratégique, c'était de massifier et de moderniser, les entrées en formation, de moderniser ces formations et de rendre plus accessibles les formations à l'ensemble des personnes en recherche d'emploi, les plus éloignés. Donc on avait comme objectif d'avoir 2 millions d'entrées centrées sur les jeunes peu ou pas qualifiés et sur les demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail. Aujourd'hui, on est toujours sur cette cible, sur la cible des personnes en recherche d'emploi en manque de qualification et qui ont besoin de passer en formation pour pouvoir relever leurs compétences et être en mesure de rentrer dans le marché du travail avec un point plus particulier et plus recentré sur les métiers en tension. Donc là, l'objectif, c'est moins centré sur les jeunes comme ça a pu l'être. Là, on est vraiment sur l'ensemble des publics vulnérables au sens peu qualifié. Donc on n'a pas d'objectif systémique jeune comme on a pu avoir précédemment, mais on reste sur un renouvellement de l'effort qui est souhaité sur le sujet de la formation en direction de ces publics-là. Le précédent PIC avait 3 axes. Il y avait un axe d'intervention assez majoritaire sur la formation, dans toutes ses dimensions. Il y avait un axe expérimental, qui était plutôt ce qu'on peut appeler plutôt de l'accompagnement préalable à la formation, et un axe de renforcement des dispositifs existants. Bon, je pense que ça touche l'ensemble des services publics. Les deniers sont quand même moins importants. Et donc, on a l'assurance d'avoir un nouveau cycle de plan d'investissement et compétences. Néanmoins, les montants qui sont associés à ce cycle, qui nous ont été accordés par la direction du budget, sont moins conséquents. Donc, il y a dû avoir un travail de recentrage de la répartition de ces financements. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est plus sur un plan d'investissement qui va centrer sur l'effort de formation. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez le sigle, mais en fait, ça se traduit sur les territoires par les PRIC ou les pactes, c'est-à-dire les contractualisations avec les régions qui sont au premier chef compétentes en matière d'achat de formation. Et donc ça, ce cycle-là recommence. Donc on est à l'issue des négociations avec l'ensemble des régions pour pouvoir contractualiser sur la période jusqu'en 2027 des PRIC ou pactes. Donc ça, on reproduit le même schéma. Donc j'essaierai de vous en parler un peu plus précisément parce que c'est peut-être là-dessus qu'il y aura des éléments qui pourront vous intéresser. Le deuxième axe, c'est qu'il y avait des expérimentations qui ont donné lieu à un certain nombre
de projets, de bonnes pratiques qui ont pu être éprouvées sur les territoires et qui se sont traduits par différents appels à projets sur le précédent cycle. Et donc peut-être que, alors je pense que vous en connaissez un en particulier qui s'appelle Prépa Apprentissage, mais vous avez aussi tous les appels à projets qui étaient plutôt d'accompagnement d'un certain nombre de publics vraiment éloignés de la formation et qui convenaient d'accompagner plus globalement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces sigles, mais il y a l'intégration professionnelle des réfugiés, le 100% inclusion, repérage des invisibles. Tous ces appels à projets qui sont en fait le fruit du précédent pic ont permis en fait de capitaliser un certain nombre de très bonnes pratiques. Et donc, ça nous a permis de le traduire dans la loi pour le plein emploi par une offre, une nouvelle offre. C'est l'article 7 de la loi pour le plein emploi. Une nouvelle offre et donc la possibilité d'avoir la création et la reconnaissance de nouveaux opérateurs de repérage et de remobilisation des personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc cette nouvelle offre, c'est la consécration, en fait, c'est la pérennisation d'un besoin qu'on considère être avéré sur certains territoires, d'un accompagnement global complémentaire de ce qui existe dans le droit commun, donc qui ne peut pas être fait par France Travail, qui ne peut pas forcément être fait que par les missions locales, qui ne peuvent pas être fait par les organismes de formation eux-mêmes, parce qu'il y a trop de freins sociaux. Et donc, on permet, et ça va être ça se prépare là, les textes ne sont pas encore sortis, mais normalement, à partir de juillet, en fait, il va y avoir des appels à manifestation d'intérêt qui vont être lancés sur l'ensemble des régions, enfin portés par les DRETS, hein, donc par les services de l'emploi déconcentrés, pour proposer, demander aux acteurs sur le territoire de proposer un certain nombre de projets qui répondent aux besoins avérés sur le territoire. Et donc, typiquement, vraiment en complémentarité, ça veut dire être en mesure de diagnostiquer quelles sont les zones blanches, les zones qui sont non couvertes par des accompagnements spécifiques dont on sait qu'on en a besoin. Donc là, on est vraiment sur la traduction d'une expérimentation en dispositif qui va se déployer progressivement, mais qui est pérenne puisqu'il est inscrit dans la loi. Donc c'est ce deuxième axe, majoritairement. Après, il y a quelques éléments qui restent encore financés par le PIC, qui méritent d'être énoncés, qui sont des dispositifs au niveau national, plutôt portés par France Travail, mais qui sont des dispositifs de formation. Et en particulier, je vais vous en mentionner deux qui sont importants, je pense, pour vous. Ce sont c'est la formation à distance, donc vous en avez parlé là, ce que vous appelez la FOAD, la FOAD. Donc il y a la possibilité pour l'État de déléguer à Pôle emploi, à France Travail, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à l'appeler, mais ça va venir, la possibilité de déployer un marché au niveau national de formation tout à distance et qui essaime sur l'ensemble des territoires. Et donc, il va être lancé, ce marché, à partir de juin, et donc il va avoir un certain nombre de lots et de secteurs, et donc ils seront disponibles pour l'ensemble des personnes susceptibles d'être intéressées par les différents secteurs. Donc il faudra, voilà, je pense que ça a du sens que vous soyez aguerris au sujet, parce que vous pourrez, par le biais des DR de France Travail et par le biais des services de l'État, avoir connaissance de la disponibilité de ces offres de formation tout à distance qui vont essaimer sur l'ensemble de vos territoires. Le deuxième dispositif qu'on porte et qui a été massifié, enfin en tout cas qui est porté comme quelque chose un levier important, c'est la POI, c'est la préparation opérationnelle préalable à l'embauche individuelle. Ce sont en fait des formations qui ont pour objectif de former avec un poste, un emploi à la clé, donc avec la visibilité immédiate du besoin de l'entreprise, de l'employeur. Donc ça, on sait, par essence, vu qu'on a identifié le poste qui doit être pourvu et qu'on a peu ou prou une promesse d'embauche, en tout cas un CDD minimum à la clé, il y a la formation qui correspond en fait aux besoins du poste qui est proposé. Et donc, on sait par essence que ce sont des dispositifs qui fonctionnent très bien et qui ont forcément un accès à l'emploi très fort. Et donc, des financements complémentaires ont été apportés pour qu'il puisse y avoir plus de préparation opérationnelle disponible. Alors, c'est France Travail qui les génère, mais en fait, elles ont été simplifiées. Donc, du coup, il y a un assouplissement et donc elles sont élargies. Et par ailleurs, il y a la possibilité de les mobiliser comme tiers de confiance. C'est-à-dire que
même si on n'est pas le pourvoyeur de la prescription, il est possible en fait de faire l'intermédiaire, et quand on identifie des profils de personnes ou des entreprises qui font état d'un besoin précis et qu'on sait qu'il est possible d'ajuster ce besoin-là par ce type de formation pour un ou plusieurs futurs stagiaires, vous pouvez les demander, les mobiliser pour qu'elles puissent vous permettre de monter en compétence un certain nombre de futurs travailleurs dans les sujets que vous portez. Donc voilà, ça, ce sont deux dispositifs. Ceux-là, ils sont facialement, franchement, portés par France Travail, mais c'est le PIC qui le finance. Donc voilà, j'essaye de vous faire donc en grande masse, plutôt que d'avoir 3 axes avec des dispositifs existants. Grosso modo, on a l'effort qui est centré vraiment sur la formation, et sur la formation la plus opérationnelle possible, c'est-à-dire que l'ensemble des deniers qu'on va donner et aux régions et via la FOAD ou même la POE, l'enjeu c'est vraiment de travailler sur des formations qui correspondent en fait à un besoin avéré du point de vue des entreprises mais aussi du point de vue des individus, avec des gestes pédagogiques les plus modernes possibles et les plus itératifs, parce que voilà, on se rend compte que on a beaucoup de formations parking qu'il faut arrêter. Par contre, on considère qu'il y a encore vraiment besoin que les régions, aux côtés des autres, continuent de porter des formations préalables aux compétences, savoirs de base, en fait. Puisqu'on a quand même beaucoup de personnes en recherche d'emploi qui ont ce petit gap qui leur manque, et c'est absolument essentiel en termes de code pour pouvoir après accéder à des formations plus opérationnelles, voire sur des plateaux techniques, d'avoir un certain nombre d'éléments fondamentaux. Et donc, on demande un minimum d'efforts alors, aux régions qui sont les compétents au premier chef, mais aussi à France Travail, et de faire attention à répondre à ce besoin-là. Et de faire en sorte de construire des parcours, si pas sans couture, en tout cas des parcours qui correspondent à un besoin avéré de la personne, pour qu'on ne se retrouve pas avec des gens qui ont une formation et qui finalement, entre les deux, se retrouvent avec pas grand-chose, puisqu'ils sont un peu perdus et que ça ne correspond ni à un besoin des entreprises, ni à un souhait de leur part, et que du coup, on les retrouve quelques mois après dans la même file active dans France Travail. Donc, je vais peut-être vous dire un mot, et puis après je vous laisserai peut-être réagir, comme ça je pourrais compléter en fonction de vos questions, sur les PRIC. Donc c'est sur la contractualisation avec les régions. C'est vraiment dans le schéma général d'efforts financiers, ça reste le plus gros effort qu'on fait. Le principe, c'est vraiment de contractualiser avec les régions pour que les régions s'engagent sur 2 choses. La première, qu'elles s'engagent sur un effort de financement de formation minimum. Et donc, on détermine avec eux le fait qu'il y a un effort socle sur un certain nombre de bénéficiaires, demandeurs d'emploi, futurs bénéficiaires de formation, et on regarde par rapport au nombre de demandeurs d'emploi qu'il y a sur un territoire. L'enjeu, c'est vraiment de s'assurer qu'on répond bien aux besoins de ces demandeurs d'emploi et pas à ceux qui sont... l'image est très vilaine, mais en haut du panier. Il faut impérativement qu'on soit en mesure de couvrir l'ensemble des personnes qui ont un besoin. Donc, il faut un effort socle, c'est leur compétence. Ils s'engagent à faire cet effort socle. S'ils le font et qu'ils le dépassent, tout ce qui est au-dessus est pris en charge par l'État. L'État donnera des financements complémentaires pour ces formations à la condition que cet effort a été fait et que les personnes qui sont bénéficiaires de ces formations sont des demandeurs d'emploi prioritaires. Prioritaires, c'est au sens que j'évoquais tout à l'heure, mais plus précisément, prioritaires, ce sont les demandeurs d'emploi qui sont peu ou pas qualifiés. Ce sont les jeunes de moins de 26 ans jusqu'à Bac+2 non obtenu, considérant que les jeunes, effectivement, même avec le bac, on a voilà, des creux et qu'on a vraiment besoin de continuer à les accompagner. Donc, on a élargi. Et donc, pour les jeunes jusqu'à moins de 26 ans, c'est jusqu'à Bac+2 non obtenu. Les personnes en situation de handicap sans condition de qualification. Les seniors de plus de 54 ans sans condition de qualification. Donc, voilà le public prioritaire. Au-delà de ce public-là, ils peuvent continuer à former et à acheter de la formation. L'État ne finance que les formations qui s'adressent à ce public-là. Alors,
Soyons clairs, au niveau national, le public que je viens d'évoquer en cumule, en entrée en formation, mais aussi dans la file active des demandeurs d'emploi, c'est 70% de notre public. Donc on a quand même un public élargi. Mais donc l'enjeu, c'est vraiment de répondre à ce public-là en priorité. Ensuite, on va regarder forcément les formations qui vont être achetées. Et donc on va regarder les éléments qui nous permettent de voir si on répond bien à des besoins de profil, donc ce que j'appelais les compétences de base, donc les formations préalables aux qualifications, mais aussi les formations qualifiantes. Et ce qu'on va regarder aussi en priorité, on est en train de le définir assez précisément, et ça aussi, ça peut vous intéresser parce que je pense que vous serez dans ces listes. Il doit y avoir en fait une liste qui doit être faite dans chaque région, à l'appui des diagnostics qui sont faits sur les territoires, de besoins des métiers en tension ou des métiers d'avenir, ou en tout cas des métiers sur lesquels il y a un besoin prégnant de recrutement sur les territoires. Partant de là, on va regarder prioritairement cette liste et on va regarder si les formations qui sont achetées correspondent bien à ce besoin et vont en direction du public que j'ai évoqué. Et on va faire ça jusqu'en 2027, avec un suivi assez précis. Et je pense qu'au fil des années, on va essayer d'être le plus précis possible sur le suivi qualitatif, c'est-à-dire sur l'impact de ces formations. Donc on va regarder l'accès à l'emploi, le taux d'abandon, les écarts qu'il peut y avoir entre l'entrée en formation, enfin la sortie de formation et l'entrée en emploi, la prescription de la formation et l'entrée en formation. Enfin, regarder l'ensemble de ces parcours pour voir s'ils sont suffisamment bien chaînés. Et donc, on pourra le partager et je pense qu'il y aura des focus sur les territoires, secteur par secteur. Ces contractualisations, elles sont faites. Alors, nous, on le chapeaute, mais c'est très clairement pas du niveau national que ça se traite. C'est bien du niveau régional. Et donc, les contractualisations, c'est entre le préfet de région et la région. Et quand la région ne souhaite pas signer avec nous, c'est entre l'État, le préfet de région et France Travail. Donc, il y a sur l'ensemble des territoires, dans tous les cas, un prix qui sera signé pour pouvoir assurer de ce que je viens d'évoquer. Donc, tous ces enjeux-là, ça génère la chose suivante, c'est qu'avec toute cette masse prévisionnelle de financement possible pour les formations, des achats de formation réfléchis, ciblés à l'appui des diagnostics partagés qui sont faits sur les territoires, sur un certain nombre de secteurs, par la région et ou, selon les cas, par France Travail, qui peut avoir la délégation de la région pour acheter des formations, soit individuelles, soit en collectif, par voie de marché. Et je pense que c'est à cet endroit-là que vous avez aussi, vous pouvez avoir un impact, parce que vous pouvez être en mesure de répondre à un certain nombre d'appels qui vont être faits par les régions sur les sujets que vous maîtrisez, que vous connaissez, à l'appui des besoins qui seront identifiés sur les territoires. C'est en cours, mais c'est en continu. Hein. Je veux dire, les achats de formation, c'est voilà. Et donc, ce cycle que je viens d'évoquer, c'est bien chaque année, ce sera renouvelé jusqu'en 2027. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux effectivement préciser certaines choses. Bonjour, Catherine Jardin, je suis la directrice de l'EPL de Val d'Oise. Vous avez parlé de métiers en tension, vous êtes ici au ministère de la Souveraineté Alimentaire, donc dans nos centres de formation, on a quand même un certain nombre de formations qui sont sur l'installation agricole, qui sont des métiers où on voit régulièrement que France Travail, je ne vais pas me tromper, a du mal à identifier le besoin en installation agricole et en production. Et on connaît, nous, des petites marches pour aller vers l'installation agricole, pour transformer, je ne sais pas si c'est le terme, c'est pas le bon terme, mais pour amener un demandeur d'emploi un peu loin de l'installation, de la création d'entreprise, vers la création d'entreprise. Est-ce que, malgré le fait que ces métiers soient mal identifiés comme métiers en tension, on peut avoir la possibilité de financement avec le PRIT? J'ai dit le bon mot. Alors oui, je pense que vraiment, oui, la réponse est oui, au sens où la liste de métiers que j'évoquais, elle n'est pas exclusive. C'est-à-dire l'enjeu, c'est vraiment de trouver tous les moyens les plus opérationnels possibles et les plus consensuels, c'est-à-dire les plus partagés, de définir le plus précisément possible les besoins qu'il y a sur un territoire.
et donc les besoins individuels, donc les personnes, les besoins des secteurs, des métiers, voilà, et de pouvoir en faire une traduction suffisamment précise pour que l'achat de formation colle à ce besoin. Donc, même si les métiers que vous évoquez là, ou la création et les aides par étapes qu'on peut avoir pour pouvoir accéder à tout ça ne sont pas expressément spécifiés dans les listes, ça reste un besoin. Du coup, il est nécessaire de pouvoir avoir ce type d'échange avec les acteurs sur le territoire en région. Donc vraiment, les services déconcentrés de l'État au niveau régional qui contractualisent avec la région, le secteur concerné, pour faire état de ce besoin et de ce qu'il serait nécessaire d'acheter ou de proposer comme formation aux demandeurs d'emploi. Parce qu'en fait, France Travail prescrit un certain nombre de formations, mais le diagnostic du besoin, sans l'aide des entreprises ou des secteurs pour identifier ce qui manque, en fait, à cette personne-là pour passer l'étape d'après. Voilà. Donc il y a vraiment un sujet de coordination et d'articulation entre les acteurs, et puis qui s'ajuste au fur et à mesure. Donc en fait, mon conseil, ce serait de ne pas hésiter à solliciter des échanges ou des groupes de travail en lien avec les services de l'État en déconcentré et France Travail, la région et le secteur, pour que ce besoin soit plus identifié. Donc, allô. Du coup, c'est pour compléter les propos de Madame. C'est vrai que nos agriculteurs utilisent peu les vecteurs de droit commun pour la recherche d'emploi. Ce qui fait, pour retraduire ou reformuler avec d'autres mots, ce qui fait qu'on n'a pas de remontée de l'agriculture comme un secteur en tension dans la liste des métiers par France Travail, alors même qu'on est en pleine crise des vocations et qu'on a des dizaines de milliers de postes à pourvoir. Je comprends de votre intervention, Madame Bourdin, qu'il faudrait que nos DRAF se rapprochent des DRETS pour inscrire ces métiers dans les listes territorialisées. Ce qu'on fera du coup dans une recommandation à leur intention, je pense. Oui, alors, moi j'avais une question sur la FOAD. Vous avez parlé d'un marché qui pourrait être lancé à partir de juillet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en termes de quels seront les publics cibles, quelles seront les filières visées, et puis ce que vous attendez? Est-ce que c'est vraiment du tout à distance? Est-ce que dans le cahier des charges, il y aura des choses autour de regroupement? Est-ce qu'il y a besoin d'un maillage territorial? Est-ce que vous cherchez des opérateurs vraiment nationaux pour déployer sur l'ensemble du territoire? Vous voyez, enfin ce genre de choses. Sur le marché FOAD, en fait, c'est la suite d'un marché qui existant, qui a été lancé dans la première mouture du PIC et qui a été assez aidant, notamment pendant la période de la crise Covid, où on a pu, du coup, pallier au fait qu'on ne pouvait absolument pas accéder au centre de formation. Et donc, du coup, on a orienté ces formations via France Travail en direction des personnes éloignées de l'emploi. Donc, on a considéré que c'était quand même un outil assez intéressant, complémentaire de celui des régions. Donc, il est au national et donc c'est tout à distance. Alors, c'est tout à distance par essence parce que ça émane du niveau national et ça peut aller jusque dans les territoires d'outre-mer pour que, de fait, pour ceux qui ont vraiment peu de mobilité, ça puisse être tout à distance. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de regroupement et que la traduction ne puisse pas se faire dans des tiers-lieux ou dans des endroits dédiés où, en fait, on rassemble un certain nombre de personnes pour que ça se fasse tout à distance, mais qu'ils ne soient pas seuls. Donc ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, France Travail y travaille. Donc le marché existant se poursuit toujours. Il a lieu jusqu'à fin juin. Et donc, c'est le nouveau là, qui est lancé. Et donc, il est encore temps de faire état à Pôle emploi, à France Travail, des besoins avérés que vous pourriez avoir pour qu'ils puissent, dans le marché qu'ils sont en train de construire et de faire valider au niveau national, qu'il y ait un certain nombre de secteurs, de possibilités de
typologie d'offres qui vous sembleraient nécessaires pour que ça puisse être intégré. Après, de toute façon, comme c'est un marché qui va être lancé, il convient de voir si on va avoir des organismes de formation qui répondent bien à ce marché-là. Son objectif, comme il est sous couvert du plan d'investissement et compétences, prioritairement, il doit s'adresser à des gens qui sont les publics prioritaires du PIC, donc les personnes que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà. Alors après, c'est très complément. En fait, on a une petite complexité sur le sujet de la FOAD, nous, sur le maillage territorial, justement, que vous évoquiez. C'est que c'est du niveau national et que c'est complémentaire de ce qui peut se faire par chacune des régions. Donc il y a alors un enjeu qui ne vous concerne pas, mais qui nous concerne nous, enfin, en l'occurrence de France Travail avec l'ensemble des régions, c'est que déjà il faut qu'il ait l'accord de toutes les régions pour lancer le marché sur l'ensemble des territoires. Si la région ne souhaite pas voir apparaître ces offres de formation sur son territoire, elle peut dire non, parce qu'elle considère que ce n'est pas complémentaire, mais redondant avec une offre existante. Ce qui sous-entend, et ça c'est plutôt bien, que du coup, il va y avoir un travail de lecture croisée des différentes régions avec l'offre qui va ressortir. Sur le contenu de l'offre et sur les différents secteurs qui sont posés, je peux malheureusement pas vous répondre parce que ça va dépendre des organismes qui vont répondre et qui seront retenus ou pas. Et selon s'ils sont retenus ou pas et sur quel type de secteur, le catalogue va s'ouvrir et là vous aurez en fait la réponse à votre question, c'est-à-dire est-ce que ça répond à un certain nombre de sujets. En revanche, il est toujours temps d'expliciter le plus précisément possible à France Travail avant la publication du marché, des besoins avérés qui vous semblent intéressants de mettre en lisibilité sur la FOAD, sur les secteurs que vous couvrez, ou sur les métiers particuliers. Après, le souci de la FOAD, tout à distance exclusivement, c'est que sur certains métiers qui sont très techniques, on n'est quand même pas forcément certain que ce soit complètement raccord avec un accompagnement on va dire hybride, parce que là, pour le coup, ça ne l'est pas. C'est ça. Il peut y avoir des immersions, mais ça demande effectivement que tout le monde soit bien au clair sur le fait qu'on doit combiner un certain nombre de choses et que si la personne suit la FOAD, ce n'est pas comme ça de manière isolée, ça doit faire partie d'un schéma plus global avec un certain nombre d'accompagnements, et ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Vous pouvez me le faire remonter à moi. Enfin, il n'y a pas de... Et je le transmets à France Travail. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez évoqué... Alors, j'aurais deux questions. Vous avez évoqué d'une part tout ce qui est AFPR, POI. Alors, je suis une ancienne référente formation de Pôle emploi. Donc, dans l'analyse que nous, on avait fait sur notre territoire de l'utilisation des AFPR-POI, ce qu'on avait constaté, c'était une sous-utilisation des organismes de formation dans le cadre de ces formations-là, au profit justement de la formation interne en entreprise. Et ça s'expliquait notamment par les prix, c'est-à-dire que c'était 5 € de l'heure versés à l'entreprise quand ils étaient formés en interne, 8 € de l'heure quand ils faisaient appel à un OF extérieur. Et du coup, il faisait assez peu appel aux OF extérieurs au regard en fait, du reste à charge par rapport au taux horaire de formation qu'il peut y avoir, sauf sur certains métiers qui nécessitent une qualification particulière comme un CACES, une habilitation électrique ou ce genre de choses. Donc est-ce que le nouvel appel d'offres qu'il va y avoir là dans le nouveau cadre du plan PIC va s'accompagner de nouvelles dispositions sur la FPR-POI, notamment par rapport à ça, pour permettre justement aux organismes de formation d'accompagner, et notamment les organismes de formation que nous sommes, nous, en agri, pour accompagner justement ces publics-là dans leur montée en compétences. Et ma deuxième question, c'est, alors je ne sais pas si d'autres régions, je sais que toutes les régions n'avaient pas ce dispositif-là, mais c'était le dispositif des AFC qui existait en région Bretagne, les actions de formation conventionnées, qui ont été terminées du fait que la région Bretagne a retiré son budget formation de Pôle emploi à ce moment-là. Est-ce qu'avec le nouveau fonds PIC, est-ce qu'on va avoir un retour justement de ces formations qui étaient des formations relativement courtes, avec des adaptations immédiates aux besoins d'emploi sur plusieurs secteurs, notamment agriculture et industrie agroalimentaire? Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre à cette deuxième question. Merci.
Alors, sur la première, en fait, la loi pour le plein emploi apporte des évolutions à la POI et la FPR. Alors déjà, la première, c'est qu'on va avoir plus qu'un seul dispositif. On fusionne les deux pour simplifier les choses et pour assouplir les choses. Ce qui est modifié, c'est les durées minimum de contrat qui étaient proposées. Pour qu'en fait, on ne ferme pas la porte à un certain nombre de contrats qui pouvaient être proposés et qui engageaient l'entreprise, mais qui, du coup, au-delà d'un certain seuil, les rendaient plus frileuses. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de rendre plus souple le dispositif. Sur les montants, en fait, on va être plutôt sur des coûts moyens. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la possibilité, alors d'une part, de prescrire par d'autres personnes que Pôle emploi, enfin que France Travail, justement des tiers de confiance, notamment les OPCO, ou les régions, enfin voilà, l'ensemble des acteurs qui seraient susceptibles d'avoir la possibilité d'identifier des besoins, soit de futurs salariés, soit d'entreprises qui ont vraiment un besoin avéré et qui a été identifié par vous, permettra de... Donc du coup, ça fait plus de personnes concernées par la question, et par ailleurs, elles peuvent être abondées par les financements de la région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la POE, elle peut être de 4 mois, mais abondée de 2 mois par la région pour qu'on soit sur un nombre de mois ou d'heures de formation qui correspondent à un besoin. Et par ailleurs, on ne peut plus dire que c'est 8 € de l'heure. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qu'on dit à France Travail, c'est grosso modo, ça dépend de la POE. Et que donc, peut-être que les coûts moyens seront différents selon qu'on sera sur le secteur qui vous concerne ou un autre secteur, ou une durée de formation qui serait plus courte, considérant que ce n'est pas la peine de faire 4 si 2, ça suffit. Donc ça répond en partie à votre question, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on présage. Moi, je ne sais pas en fait en pratique comment ça va se passer et quel effet ça va faire en concurrence sur les montants moyens pour les organismes de formation. Mais par contre, je suis vraiment preneuse de savoir ce qui se passera. Parce que pour le coup, si ça a vraiment cet effet-là de concurrence et que ça porte préjudice en fait, à l'ensemble du système, il ne faudrait pas hésiter à ce qu'on essaye de trouver une autre solution. En fait, hein. J'ai pas la voix qui porte assez. Non, ce que je disais, c'est que l'analyse que nous, on en avait fait sur notre territoire, en tout cas, c'était très utilisé par tout ce qui était logistique, transport, industrie, agro, notamment. Et ce qu'on avait constaté, en fait, c'est que ça avait amené des entreprises à venir concurrencer des organismes de formation parce que ils avaient décrété que ça leur coûtait moins cher de mettre quelqu'un qui va tuiler un nouveau salarié, un futur salarié. Donc ça avait créé justement cette concurrence un petit peu déloyale par rapport aux organismes de formation sur la partie AFPR POI. D'où aussi la question qu'on peut se poser en tant qu'organisme de formation, de l'évolution justement de ce dispositif et de sa simplification aussi, s'il n'est plus à la main exclusif de France Travail. Et si en tant qu'OF, qui recevons notamment des besoins de main-d'œuvre, quelquefois notamment d'agriculteurs, est-ce qu'on peut le mobiliser? Comment est-ce qu'on peut le mobiliser? Est-ce qu'on peut aussi, dans ce cadre-là, nous estimer nos coûts et les demander à ce qu'on soit payé à notre juste valeur? C'est aussi tout ça que ça amène comme question aujourd'hui pour un organisme de formation. Merci. Et je vais répondre à la deuxième question, parce qu'il y avait... que j'ai mangé à moitié, c'était sur les AFC. Alors en fait, c'est du fait de la négociation qu'il y aura entre les régions. Donc je ne peux pas vous dire à l'avance en fait où ce sera possible et où ça ne le sera pas, puisque en fait c'est un choix de délégation ou pas par la région. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent complètement. Merci. Une question et peut-être une dernière après. Bonjour, ça fonctionne? Oui. Raphaël Roturier, je suis directeur du CFA départemental agricole de la Vienne et du CFPPA local de Venours. Moi, je ne vais pas aller dans les détails. Vous nous présentez globalement le nouveau PIC. Est-ce que là, vous êtes devant un réseau d'OF national? Est-ce que alors,
l'ancien PIC, on le connaît évidemment. Moi, il se fait qu'hier, j'ai assisté en avant-première à la présentation du PRIC sur Nouvelle-Aquitaine. Globalement, les dispositifs, les mesures que vous énoncez pour quelqu'un qui... je suis passé par la NPE, puis un conseil régional avant d'arriver au ministère de l'Agri. Globalement, les dispositifs, ils sont revisités un petit peu, corrigés, mais ça reste à peu près les mêmes. Les AFPR existaient déjà en 2005-2006, hein, donc c'est toujours la même chose. Ils sont un petit peu revisités et remis au goût du jour en fonction des besoins, nous l'entendons, mais globalement, moi, ce que je constate, c'est que alors, nous sommes évidemment très largement impactés par les financements des appels d'offres des conseils régionaux, et je vois simplement que sur le prochain programme 2024-2028, globalement, les financements sont orientés à la baisse, et notamment les financements État sur la contractualisation avec le conseil régional, qui sont orientés à la baisse de manière progressive sur l'ensemble du programme, mais orientés à la baisse sur le début et la fin du programme, sur 26-27% quand même. Vous confirmez donc Ah oui, je confirme tout à fait. Ben, je confirme. Après, oui, effectivement, c'est ce que je disais en début d'intervention. La manne financière que nous avions n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Donc, en fait, ça a été réduit. Alors, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a effectivement, comme vous le savez, des difficultés budgétaires qui touchent tout le monde. Le ministère du Travail est très touché, quand même, par les économies qui nous sont demandées. On a tenté de faire en sorte que, justement, ce que vous évoquez ne soit pas touché par les mesures d'économie récentes. Mais c'est très compliqué, hein, trouver 1 milliard, c'est très compliqué. Donc, en effet, du coup, le montant baisse. En revanche, c'est aussi lié au constat qu'on a pu faire du précédent PIC. C'est-à-dire que les montants qui avaient été mis sous couvert des PRIC n'ont pas été dépensés totalement. Donc, il y a une sous-exécution avérée. Alors qui n'est pas lié, enfin je veux dire, il n'y a pas de forme de jugement sur la qualité de ce qui a été fait. C'est ce qu'on peut se dire, c'est que entre les ambitions qu'on peut se donner sur la couverture et sur la massification de la formation ou d'entrée en formation et tout le travail que ça amène à apporter d'acheter des formations, et puis notamment avec la crise Covid, en fait, il n'y a pas eu autant de formations qu'on ambitionnait. Et donc, du coup, il y a eu prévisionnellement des crédits mis en place qui n'ont pas été dépensés. Et donc, comme tout budgétaire qui se respecte, ce qui s'est passé, c'est que ça a été constaté qu'il y avait une sous-exécution. Et que donc, quand le nouveau budget a été négocié, il a été négocié en constatant ce qui avait réellement été dépensé. Donc, du coup, alors ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième, c'est que le ministère du Travail considère que l'État se sent complètement concerné par le sujet de la montée en compétences et de l'investissement qu'il faut y faire, mais que c'est une compétence première de la région et que ce serait curieux de continuer de financer plus fortement que les territoires une compétence qui n'est pas une compétence première de l'État. Et donc, de fait... je me fais l'écho du mandat que j'ai. Et de fait, dans le précédent PRIC, dans certaines régions, pas toutes, mais dans certaines régions, avec les efforts en cumul, l'État était à plus de 60% financeur de la formation, quand la région était, je parle pour le PRIC, hein, pour les demandeurs d'emploi, quand la région était à 30 ou 35 ou 40%. Et donc ça... le gouvernement a considéré que c'est un équilibre qu'il fallait inverser et qu'il était normal de considérer que l'État, quand l'investissement est pérenne, que l'État se désengage progressivement, ce qui explique, et donc je confirme tout à fait ce que vous évoquez, ce qui explique qu'en 2024, en 2025, les montants alloués aujourd'hui, sous couvert qu'il ne nous arrive pas quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez dans les prochains jours, c'est 1,1 milliard d'euros par an de l'État sur les PRIC. 2024, 2025, la même chose. Et à partir de 2026, effectivement, les 1,1 milliard baissent
progressivement pour qu'en 2027, effectivement, on soit pas à 1,1 mais plutôt à 800 millions. Mais enfin, on reste quand même à 800 millions en dernière ligne droite. Et ce qu'on demande en retour aux régions, c'est de maintenir leur effort pendant ce temps-là. Merci. Dernière question. Bonjour, Michel Guyot du centre de formation de Château-Farine à Besançon. Voilà, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Donc dans le secteur de la forêt, de la transformation du bois, par exemple, on a étudié le besoin des entreprises. Effectivement, il y a les besoins qui vont ressortir, on a besoin d'opérateurs. Et donc là, ça correspond bien à des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi. Mais souvent, on a des demandes aussi sur des gens qui maîtrisent le numérique, qui puissent conduire du matériel. Le matériel peut être équipé de numérique également. Ou en transformation du bois, on a des chaînes de production. Et donc là, il faut maîtriser toute la chaîne de production. Et le constat qu'on fait dans certaines régions, c'est qu'on a bien des financements sur les personnes éloignées de l'emploi, mais on n'arrive pas à répondre et trouver des financements pour des personnes qui ont besoin de monter leur niveau de qualification, pour des demandeurs d'emploi qui auraient besoin de monter leur niveau de qualification et rentrer dans ces emplois-là. Voilà, c'était juste un constat qu'on fait en région et je voulais le partager. Je pense qu'il faut continuer d'en discuter avec la région parce que la région peut continuer de couvrir ce besoin. L'État se sent légitime à intervenir sur ceux qui sont prioritaires. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de former les gens qui sont susceptibles de monter en qualification alors même qu'ils en ont déjà une. Merci Madame Bourdin pour cette intervention. On a donc eu une intervention sur la vision du PIC avec une valence sur la nouvelle programmation et puis un focus spécifique sur son volet FOAD. Ce qu'on vous propose, c'est deux témoignages d'application de ces ressources dans des établissements, avec l'intervention de Gilles Floureau qui porte un PIC en région et de Nicolas Noailles qui a dans son établissement mis en place un campus en FOAD et numérique. Donc deux applications immédiates de cette typologie de ressources qui ont un impact sur l'organisation des centres et donc sur des possibilités de développement économique et d'activité pour vos établissements. Bonjour à tous, donc Gilles Floureau, directeur adjoint du campus Nature Provence, donc le EPL-EFPA d'Aix-Valable-Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Et donc je viens vous faire un témoignage d'un projet de diversification des sources de financement en région sud. Donc c'est un exemple de PIC que nous avons mis en œuvre et qui est en phase de clôture, qui a été appelé INTERRAS, Intégration professionnelle des réfugiés. Et je viens vous témoigner un petit peu de l'origine de ce projet jusqu'à ce jour et vous dire un petit peu vous partager le retour d'expérience qu'on a pu en faire, à la fois au niveau du consortium qui a été constitué, des EPL membres du consortium, et également retour d'expérience du porteur, de l'EPL porteur de ce projet ambitieux, qui touche des publics que nous ne connaissons pas très bien au sein des EPL et au sein des CFPA. Peut-être que dans d'autres régions, certains ont déjà travaillé avec ces publics, mais en tout cas en région sud, c'était une première. C'est donc le public des réfugiés, demandeurs d'asile, sujet d'actualité, sujet sensible. Donc c'est un PIC intégration professionnelle des réfugiés qui, donc, sur une enveloppe budgétaire de 2,1 millions d'euros sur 3 ans, et 4 départements, donc le département des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, des Alpes d'Haute-Provence et des Hautes-Alpes, donc qui a été proposé, qui a donné lieu à toutes les étapes et qui a été mis en œuvre au cours des 3 dernières années.
Donc le plan d'investissement dans les compétences, madame, ma voisine, madame Bourdin l'a présenté. Donc je ne reviens pas sur bien sûr le cadre national et dans quel dispositif ça s'inscrit. Le projet régional Interas, l'équipe d'ingénierie de formation qui était à l'origine de ce projet, et les directeurs aussi à l'époque, dont je ne faisais pas partie, a conçu ce projet. L'idée, c'était il y avait une prise de conscience en région sud, qui est une région particulièrement touchée par les demandes d'asile. On est une des premières régions concernées par les demandeurs d'asile, après la région Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et d'autres régions. On est quand même une région particulièrement sensible aux migrations. Et le constat a été fait que c'était un sujet dont pouvaient s'emparer les CFPA de la région, de la région PACA. Et en même temps, compte tenu également des problématiques d'emploi en agriculture, en région sud, on est une région évidemment avec une typologie d'activité agricole, l'arboriculture, le maraîchage, la viticulture. Des secteurs et des filières qui ont un recours important à des travailleurs saisonniers. En région sud, la population des emplois, c'est 38 000 emplois agricoles, et un quart de ces emplois sont occupés par des saisonniers. Donc il y a un vrai sujet concernant la mobilisation de saisonniers. Et sur la période 2010-2020, le nombre de saisonniers a augmenté de 20%. Et les 3/4 sont dans les filières que je citais, maraîchage, arbo, viticulture, etc. Donc le constat qui a été fait à l'époque, donc en 2019-2020, c'était quelque part de s'inscrire dans une réponse à une proposition, une réponse à l'appel du plan d'investissement dans les compétences, spécifiquement pour les publics réfugiés, en présentant donc un projet Interas qui a donné lieu à un certain nombre bien sûr, de travaux préparatoires et qui a été présenté et validé par les instances du ministère du Travail et la DGEFP. La slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc la stratégie du réseau Univers, donc c'est le réseau des CFPA en région sud, donc des 7 CFPA. Bon, il y avait quatre enjeux majeurs. C'était identifier et former de nouveaux publics en réponse aux besoins en agriculture. L'opportunité de mobiliser de nouveaux financements externes. On a bien sûr l'habitude les uns les autres dans nos établissements de répondre à des appels d'offres des financeurs publics que sont le Conseil régional, évidemment Pôle emploi devenu France Travail. Et ces nouveaux dispositifs étaient en tout cas pas connus et nouveaux pour nos établissements. Donc voilà, c'était une opportunité. Capitaliser sur nos compétences en ingénierie. On a un réseau qui fonctionne quand même assez bien en région sud depuis des années, au gré bien sûr des mouvements des équipes de direction, au gré des équipes de chargés d'ingénierie de formation, mais c'est un réseau qui fonctionne depuis une vingtaine d'années. Et donc le constat a été fait qu'il y avait les ressources et la matière grise pour travailler sur ce projet et quelque part pondre, formaliser un dossier d'opportunité, de faisabilité qui a été retenu en 2020. Et puis l'autre enjeu, c'est de développer un maillage avec d'autres partenaires institutionnels sur le territoire, sur les territoires de la région sud, des partenaires avec lesquels nous n'avions pas l'habitude de travailler jusqu'à présent. Et donc ça a été cette histoire du pic Interas que nous avons vécu au cours des 3 dernières années. Alors rapidement, la chronologie du projet Interas, la décision de répondre en régional à ce projet a été prise en 2019. L'accord et conventionnement avec la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'opérateur qui instruit et qui suit ce dossier, ces projets PIC. L'accord a été donné en 2020 et la convention signée en 2020 avec l'organisme porteur et avec une convention qui a bien sûr constitué le consortium avec l'ensemble des EPL. Cette action a été lancée en novembre 2020, le lancement simultané des 4 sessions donc sur les 4 CFPA concernés.
Voilà, donc c'est un projet, évidemment, où vous voyez que dans la chronologie, on tombe dans l'année et demie, voire les 2 années de Covid. Donc il y a eu un certain nombre, bien sûr, de difficultés, d'aléas liés à la mise en œuvre. Des situations singulières sur tel ou tel département avec les opérateurs prescripteurs qui ont en charge l'accueil de ces publics et l'orientation de ces publics réfugiés demandeurs d'asile, notamment sur le département des Alpes-Maritimes. Donc voilà, il a fallu au gré des aléas, avec les échanges avec notre instructeur de la Caisse des dépôts, réorienter le projet tout en essayant de respecter les engagements et la cible qui avait été fixée dans le dossier à l'origine en 2019. Voilà, comme le pic s'est arrêté fin 2023, en effet, et nous avons demandé une dérogation à la Caisse des dépôts et consignations, et la DGFP qui a accepté ce report, puisque nous avions engagé une dernière session à Marseille depuis le mois de novembre 2023 et qui s'est terminée il y a à peine un mois et demi. Voilà, un parcours en plusieurs étapes. Évidemment, je ne vais peut-être pas rentrer dans chacune des étapes, mais l'idée, c'était de pouvoir proposer à ces publics réfugiés demandeurs d'asile, qui évidemment, comme vous le savez, leur arrivée, leur situation est consubstantielle à un certain nombre de problématiques personnelles, de logement, d'hébergement, bien sûr de travail, de liens avec leur famille d'origine, et donc voilà, un parcours qui a été imaginé au départ et qui a été suivi dans l'ensemble des 4 centres qui ont mis en place ce parcours, avec un premier sas d'information sur le parcours, un deuxième sas de positionnement des personnes avec des entretiens individuels, une deuxième partie pour rassurer les personnes concernant leur culture, renforcement bien sûr du français, des personnes qui pour la plupart sont allophones, ne parlent pas français. Et puis après, un parcours de professionnalisation vers les métiers agricoles, vers les métiers en lien avec le jardin, les services à la personne. Et puis une dernière partie vers la projection et l'insertion sociale et professionnelle. Donc un parcours qui était assez dense avec en parallèle des périodes de stage en entreprise. Donc tous les bénéficiaires ont vécu des périodes en entreprise, des périodes de stage, et ce qui, je crois, a été pour eux aussi un enrichissement et une découverte de métiers qu'ils connaissaient peu ou prou. Alors, les résultats, parce que bien sûr, on est sur les résultats. Donc, 193 réfugiés demandeurs d'asile ont été accueillis et formés sur 4 départements. Donc, les 4 départements que vous avez à l'écran. On a accompagné ces personnes au fil de l'eau, avec des entrées et des parcours individualisés, comprenant évidemment du temps de formation en français langue étrangère et une formation à la santé et le passage du SST. 9 mois d'accompagnement maximum avec 840 heures de professionnalisation, une levée de frein au maximum des possibilités de chacun des centres impliqués, des équipes, prise en charge des repas, des transports, des horaires aménagés, le financement des équipements de protection individuelle. C'est un public particulier, encore une fois, que nous avons réussi à accueillir, à former, à accompagner, avec bien sûr des liens étroits avec les organismes qui les suivent. Et on a évidemment eu parfois des sorties qui étaient imprévues, des personnes qui venaient pendant quelques semaines et puis après que nous ne voyions plus. Donc ça a été toute cette appréhension par les formateurs, les coordinateurs d'action, qu'il a fallu aussi agréger, partager pour trouver des solutions. Et un coaching est suivi en fin de parcours pour favoriser leur insertion. Le budget global du projet, donc 2 130 000 €, avec un financement via la Caisse des dépôts et consignations au départ de 1,27 million d'euros, un financement par la DRETS via le PRIC qui est venu pour abonder ce projet, donc de 149 000 €, et un autofinancement du consortium des établissements partenaires de 700 000 €. Au final, on est dans la phase de clôture de ce projet,
un budget la maquette financière a été retravaillée et revue à l'aune du nombre de bénéficiaires touchés, la cible initiale, la cible au départ, il y a 3 ans, était à 216 et on était un petit peu moins, on est arrivé à 193 personnes accompagnées. Donc le budget a été revu un peu en conséquence avec du coup les chiffres que vous avez à l'écran. Merci. Voilà, donc en retour d'expérience, peut-être en conclusion, pour en tout cas le consortium constitué et le porteur du projet, il a fallu, moi j'ai pris en cours de route ce projet qui avait démarré avant mon arrivée. Je crois que l'enjeu, ça a été aussi une réelle appropriation du cadre et des exigences du process financier de la Caisse des dépôts et du PIC et du PRIC. Avec en effet après toutes les maquettes financières qu'il est indispensable bien sûr de renseigner en temps et en heure et de restituer aux instructeurs de la Caisse des dépôts et consignations. L'importance cruciale de la cohérence de la maquette financière, je le disais, et de son actualisation au fur et à mesure de la réalisation des actions. Le suivi indispensable des dépenses éligibles en fonctionnement, en équipement tout au long du projet. Des échanges nourris avec les directions et les équipes des membres du consortium. On a, en tout cas moi depuis que je suis arrivé, quasiment tous les mois, un comité de pilotage, des réunions techniques entre la chef de projet, la coordinatrice au niveau du consortium et les coordinateurs et les formateurs dans chacun des centres. Et les réponses étayées à fournir régulièrement aux instructeurs écopiles de la Caisse des dépôts et consignations. Et clairement un pilotage et un suivi financier qui est chronophage, mais qui est en même temps enthousiasmant quand on regarde après l'autre volet, qui est le volet humain. J'ai eu l'occasion de rencontrer avec un certain nombre de collègues ces publics dans les dernières sessions que nous avons accueillies. Notre travail, on le fait aussi parce qu'en face de nous, on accompagne des publics. Et ces publics-là, réfugiés, demandeurs d'asile, sont assez passionnants à rencontrer. Des gens qui parfois sont très diplômés, de 18 à 65 ans. On a eu des personnes de 18 à 65 ans, en gros une vingtaine d'origines géographiques, Amérique latine, Afrique subsaharienne, Maghreb, Ukraine, depuis 2020 avec la guerre qui s'est déclenchée, des publics, des Russes également, voilà, une vingtaine de nationalités. Et donc un site internet qui a été proposé, qui a été réalisé, un certain nombre d'outils de communication évidemment pour mettre en avant, partager et faire en sorte que ce projet soit mis en avant, soit valorisé auprès des financeurs et des prescripteurs. Voilà, je ne sais pas si la vidéo peut marcher, elle dure 2-3 minutes. Vous ne pourrez pas, mais tant pis. Voilà, là on avait une... Je vous l'enverrai. Une petite vidéo là, de 5-6 personnes qui ont été accompagnées sur le site de Marseille, sur le site du lycée des Calanques de Marseille. Donc il y a une personne du Congo, une personne d'Arménie, une personne de Russie, une dame de Russie. Et voilà, très sincèrement, pour avoir discuté avec eux, et là on va les inviter à notre prochaine porte ouverte. Ça fait plaisir de pouvoir en tout cas transmettre, faire le maximum pour accompagner ces publics qui malheureusement pour certains d'entre eux sont dans des situations qui sont inextricables, je vais y arriver, avec pour certains d'entre eux des OQTF qui tombent et voilà, on doit malheureusement mettre un terme à leur accueil et à leur formation. Mais je pense que pour nous, pour le consortium et les EPL qui ont travaillé sur ce projet, là on est dans la phase un petit peu à froid de clôture d'un point de vue administratif et financier. Mais pour avoir échangé encore récemment avec mes collègues, ça nous donne souvent, ça a été dit dans un séminaire, je crois l'année dernière, il faut savoir célébrer des réussites et des projets, même s'il y a des aléas. Je crois que ce projet-là, en tout cas en région Sud, ça a été un projet réussi, un beau projet, et qui peut nous donner aussi l'occasion de travailler dans le cadre des futurs PIC, du futur programme, une expérience pour continuer à s'intéresser à ces publics au regard aussi des questions et des besoins en emploi en agriculture. Et je crois qu'il y a 2 dernières slides rapidement. On va peut-être pas avoir le temps de... Voilà, juste pour... vous aurez ce document, mais on a fait ce travail-là aussi d'analyse d'un grand projet pour un réseau d'EPL
avec les atouts, les faiblesses, les opportunités, menaces, et en bilan et perspective, à la lumière de ce projet, bien sûr, on considère que les projets expérimentaux de ce type sont un levier très intéressant pour nos CFPA, pour nos EPL, tant d'un point de vue financier que pour expérimenter des nouveautés pédagogiques, des innovations pédagogiques in vivo. Et là, on est en train de s'intéresser, comme certains d'entre vous, à l'appel à projet à l'AMI CMA, actuellement en réflexion au sein du réseau Univers. Je vous remercie. Merci. On enchaîne avec la deuxième présentation et on prendra les questions. D'accord, merci Anne. Moi je vais vous présenter, alors, on sort un peu du public du PIC puisque je vais vous présenter ce qu'on a fait sur Naturapol en matière de formation ouverte à distance, de e-learning, on peut l'appeler un petit peu comme on veut, et puisque nous on s'est intéressé à un public différent puisqu'on a focalisé sur un public d'actifs avec de l'autofinancement. Donc je vais essayer de vous montrer la partie innovative, recontextualiser l'innovation et puis appuyer sur les difficultés ou sur les particularités du montage de ce genre de projet. Un petit point d'historique pour commencer, une situation en 2016 que je peux qualifier de désuète ou de totalement anachronique au niveau de la formation continue sur l'établissement. 2016, c'était le début de la fusion des régions. Donc l'établissement était dans une ex-région avec 2 départements, avec un traitement qui était très de proximité par le conseil régional. À peu près 85-90% des 1,8 million de chiffre d'affaires des 2 CFPPA étaient des marchés sous contrat région sur du diplôme en BEP, Bac Pro, avec des logiques de classe et des logiques de parcours. On rentrait, etc., etc. Un fonctionnement sans mixité et avec pour autant une petite activité de distanciel mais sans réelle structuration puisque sur 5 années, seuls 7 stagiaires avaient été BPREA avaient été validés. Et donc c'est une situation de départ qui sentait tout du drame et très rapidement des marchés qui se sont effondrés, perte de 40% des marchés en 2018, perte de 30% des marchés sur le nouvel appel d'offres en 2021 avec un fonctionnement en groupement et une réduction récente de près de 30%, ce qui fait qu'on est passé d'à peu près 1,5 million, 1,6 million euros de chiffre d'affaires du conseil régional en 2016. Aujourd'hui, on doit être à 500 ou 600 000 euros sur les formations région. Pour autant, il y avait une petite étincelle et on a vu le vent venir assez rapidement et on a fait le choix. Alors, il manque une diapositive par rapport à ça, mais on a fait le choix avec l'équipe de direction de vraiment prendre un temps de réflexion et donner une vision à la formation continue dans l'établissement. On est bien reparti du principe que le PL, c'était un lieu de formation, mais c'était aussi une mission d'animation du développement. Dans CFPPA, il y a PA, et PA, c'est promotion agricole, et qu'on souhaitait que le CFPPA soit vraiment contributeur. Donc, effectivement, on est une officine traditionnelle de public éligible, PIC, etc., aux modalités classiques de financement, mais on est aussi une ressource agile pour répondre à des besoins de montée en compétences des actifs. On est aussi un objet qui peut faire des partenariats tout azimut, à la fois pour le montage ou pour la délivrance des formations. On est un espace de positionnement, d'individualisation des parcours de formation, et on est aussi un récepteur de nombreux types de financement. Pas uniquement du financement région ou du financement subventionné. Donc on a eu une chance finalement qui était ce coup de massue et cette prise de conscience collective que les choses ne pouvaient pas rester en l'état. Et la conscience n'étant pas suffisante, on a travaillé, alors en tout premier lieu avec l'équipe de direction. Et là, j'insiste sur le fait que le binôme D1, D3, il est fondamental pour partager une vision. Une vision, pour donner de la réflexion et pour ensuite aller vis-à-vis des équipes pour apporter des changements qui peuvent être assez radicaux. Et on a eu la chance aussi d'avoir une chef de projet expérimentée
sur le sujet, puisque c'est quelqu'un qui avait à la fois une expérience en montage de projet et quelqu'un qui avait déjà une expérience dans la formation 100% distancielle dans un univers qui était différent de l'agriculture, puisqu'il s'agissait de l'industrie de la mode. Autre opportunité extérieure, tout à la fois la loi liberté de choisir son avenir professionnel, donc l'ouverture du CPF, la mise en avant de la société de compétences et l'encouragement des reconversions. J'ajouterais aussi que quand on l'a lancé aux alentours de 2020, on était aussi dans la période Covid, donc il y avait toute une tendance qui ne s'est pas arrêtée depuis pour la reconversion professionnelle. Et une nouvelle politique de la région Normandie qui était un accompagnement vers l'hybridation. Je reviens sur la loi liberté de choisir son avenir professionnel parce que quand je vous disais qu'on a essayé de prendre de la hauteur au niveau de l'équipe de direction, on a cherché à comprendre un petit peu le sens de cette loi et on a mis sur la table rapidement que la liberté, c'était pas la liberté des gens de choisir ce qu'ils voulaient, c'était bien la liberté. La liberté, elle correspondait bien à la responsabilité de l'individu de se former. D'où la tentative qu'on a effectuée par la suite d'aller sur les gens qui étaient actifs. On a fait une première tentative 2020 au niveau de l'hybridation. Ce qu'on souhaitait au départ, c'était hybrider 30% de l'ensemble des formations, puisque sous des oripeaux de pédagogues, il y a un économe dans tout manager, et qu'on se sentait bien qu'il fallait faire des économies. Clairement, ça a été un échec. Socialement, ça a commencé à se crisper. Les gens ont rapidement compris qu'il y avait une recherche d'économie, un risque en matière de perte d'emploi, et comme ils étaient déjà échaudés. Alors ils n'étaient pas échaudés par le plan social précédent, puisque le plan social précédent il s'était traduit par des transferts des personnels des CFPPA vers le CFA, d'où l'importance et on n'était pas encore en centre unique qu'à l'époque, comme quoi on a aussi des possibilités de faire sans être sur un centre unique. Ça a été un échec. Et on a choisi à ce moment-là, donc 2020, de se lancer dans le 100% distanciel pour les actifs. Donc on a construit une plateforme dédiée, recruté une équipe de formateurs volontaires, défini une charte de fonctionnement et on a fait le choix de proposer un service en financement personnel entre guillemets, le CPF ou le financement personnel, puisqu'aujourd'hui on est à peu près, tout notre financement passe par du CPF, mais le financement personnel dans un abondement personnalisé du CPF représente aujourd'hui entre 70 et 80% de notre budget. Donc on est vraiment sur de l'autofinancement de la formation. Le public a été immédiatement au rendez-vous puisque début 2021, sur 6 mois de fonctionnement, on a fait 180 000 euros de chiffre d'affaires. Le succès a été fulgurant, peut-être. En tout cas, il a été important et il a fallu le dompter. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau du budget, en 4 ans, on passe de 180 000 euros à cette année 1,14 million euros et une projection aujourd'hui à 1,5 million. Aujourd'hui, on a déjà dépassé le chiffre d'affaires de l'année dernière. Alors, même si on est sur de prorata temporis, et moi personnellement, je ne vois pas le plafond. Ma seule limite, c'est ma capacité à apporter une formation qualitative. Voilà. Donc, mes équipes. Et il a fallu organiser tout ce qui était travail administratif. C'était pas facile, c'était nouveau, il y avait de la qualité, ça a été du gros volume, ça a été une recherche de nouvelles compétences parce qu'on a eu un turnover important. Les personnels formateurs des centres se sont rapidement retirés du dispositif compte tenu des contraintes qui étaient associées à cette nouvelle modalité. Et il a fallu formaliser un cadre pédagogique un petit peu adapté, comme vous le disiez, madame, quand on est en FOAD, il faut effectivement ajuster ce qu'on propose par rapport au public qu'on a. Un public spécifique, on est sur du public nous, qui est minimum. Selon ce qu'on propose, on a du public à Bac+4, Bac+5, on a des avocats, on a des architectes, on a des reconversions diverses et variées, donc un public formé. Alors ça a plein d'avantages, sauf qu'il est exigeant parce qu'en plus il paye. Voilà. Donc voilà, on est vraiment dans une relation de client. Voilà. Donc en face, il faut lui apporter des choses, les choses qu'il attend. Et ça, il a fallu avoir tout un travail pour bien comprendre ses attentes, notamment en matière de réactivité et en matière de compétences des formateurs.
C'est pour ça qu'on va voir plus tard dans le type de formateur. On est allé chercher des experts professionnels qui travaillent sur des temps partiels et qui apportent vraiment cette compétence de terrain. Et on a aussi un centre historique qu'il a fallu apaiser. Parce qu'on est sur des représentations qui sont complètement différentes de ce qu'on apporte. On n'est plus sur la formation de quelqu'un qui est loin de l'emploi, etc. On est sur la formation de quelqu'un qui est dans l'emploi, souvent mieux formé que les formateurs classiques, souvent avec un niveau de vie supérieur, capable de sortir 3 000 € pour se financer. C'est quelque chose qui a beaucoup choqué au départ, le fait qu'on ne propose pas de la formation gratuite. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on est organisé? Donc, en lien avec le projet d'établissement, donc l'EPL, c'est un EPL départemental. Le choix qu'on a fait, c'était de casser cette approche par centre pour arriver sur une approche de campus. Donc, on a 4 campus physiques avec des orientations de secteur professionnel sur le territoire et un campus digital, puisque le campus digital, aujourd'hui, il a une vocation nationale, puisqu'on a aujourd'hui des stagiaires de toute la France métropolitaine et d'outre-mer. Donc, un campus dédié, une direction spécifique, chargée du management, avec des équipes particulières, une cellule interne de développement. Voilà, ben ça fait partie des choses qu'on pourrait mieux faire, mais aujourd'hui, on a du mal à faire développer une chose par les uns pour les autres, mais bon, ça c'est... Une équipe administrative totalement, enfin, aujourd'hui un petit peu moins, mais on a quelques personnels administratifs dédiés par rapport à cette mission-là. Et on est aujourd'hui sur 45 collaborateurs qui accompagnent sur la plateforme. Aujourd'hui, on a 650 personnes. Voilà. Il a fallu qu'on réfléchisse à la comptabilisation du travail. On avait la chance d'avoir un protocole qui permettait d'avoir une approche un peu différente de cette approche de temps de travail. Donc on estime le temps de travail et puis on le rémunère. Une communication spécifique, une carte de formation, je vous renvoie sur le site naturapole.digital. Aujourd'hui c'est celle-là, demain elle sera agrémentée. Et des projets de développement spécifique. Je redis, la chance qu'on a eue, c'était qu'on n'a pas monté ça pour combler des sous-services chez des formateurs, puisque la plupart des formateurs, pas tous, hein, il y a certains formateurs qui ont quitté le présentiel pour venir sur le digital et qui restent à temps plein, mais beaucoup sont venus et ont dit « Ah ben non, il faut répondre à 5 heures, c'est pas pour moi ». Non, ah ben non, il faut répondre le samedi, c'est pas pour moi. Mais moi, je m'en fiche de savoir si tu réponds le samedi ou le dimanche. Ce qui m'intéresse, c'est que le stagiaire qui a payé 3 000 €, quand il pose une question, il n'attend pas 15 jours pour avoir la réponse. Après, moi, donc ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau qu'il faut prendre en compte. Donc on a quelques écrous à desserrer parce qu'on n'a pas totalement réussi. Donc la cohabitation délicate en interne, donc, nouvelle représentation, nouvelles activités, quand vous ajoutez en plus réussite et en volume et financière, une redéfinition du travail, la crainte de la concurrence, le fantasme de ce qui est inconnu, parce que quand vous avez des formateurs qui suivent les gens, quand les gens ils appellent à 18h, moi j'ai pas besoin d'avoir des formateurs qui sont présents dans le centre, j'ai besoin de gens qui répondent, j'ai besoin de personnes qui font de la classe virtuelle, de la visio, mais qui la font à 19h, parce que les gens quand ils bossent, ils sont libres à 19h. Donc il y a tout un tas de fantasmes qu'il faut aller. Ça, on n'a sans doute pas suffisamment communiqué par rapport à ça. Il faut un management particulier, délicat, parce que quand on manage des doubles actifs, ils n'ont pas le temps de passer autant de temps en réunion que des formateurs qui ont leurs heures de réunion qui sont prises dans leur temps de travail. On prépare 3 grosses rentrées par an, donc ça veut dire aujourd'hui on a 400 dossiers à chaque rentrée. Donc on a tout un tas on reçoit chaque dossier, on sélectionne et des exigences classiques en matière de qualité, en matière d'EDOF. Donc il faut trouver en interne un panel de compétences qu'on doit centraliser. On est sur une com qui n'est pas la com qu'on connaît, on est sur de la compétence technique, de la compétence pédagogique, etc. Donc ça, en fonction des opportunités qu'on a, soit on l'a en interne et nous, on a la chance de l'avoir en interne, soit il faut aller la chercher en externe. Alors ça, moi, je ne peux pas vous le dire, mais je pense qu'entre les deux, la marge, le modèle économique, il est complètement différent. Nous, on a la chance de tout avoir en interne. Donc c'est un peu plus facile.
au niveau des clés de la réussite, alors j'en ai oublié un, je le rajouterai comme ça. Il faut faire des choix. Quand on va sur des nouvelles activités, il faut faire des choix. Enfin, ça ne sert à rien de faire de la FWAT si on va changer tous les publics. Parce qu'on ne proposera pas le même outil pour aider un allophone ou pour aider un Bac+5. Ça, c'est à peu près sûr. Ils n'ont pas besoin de la même chose. Il faut se spécialiser dans les services en adéquation avec notre public. Il faut faire le choix d'une équipe performante, investie et qui est engagée dans l'esprit de ce qu'on propose. On a eu des gens qui sont venus juste pour voir si c'était du vrai travail. Je vous assure que c'est vrai, on a vécu des choses qui sont irréelles. Il faut des gens qui sont des vrais experts. Parce que quand vous avez en face quelqu'un qui est devant un problème technique, qu'appelle son formateur, que le formateur répond, si jamais le formateur il ne sait pas répondre ou il montre sur des modèles économiques, etc., il donne l'impression que c'est une réponse de livre, le gars il est assez grand pour s'acheter son livre et puis pour le lire tout seul. Il faut être agile et persévérant, c'est-à-dire qu'on a vraiment monté ça en mode start-up. Donc c'est quoi un mode start-up? J'ai recherché parce que l'idée m'était venue comme ça, mais ça correspond vraiment. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des équipes qui sont soudées, flexibles, et on est sur un processus de fonctionnement qui est itératif. C'est-à-dire qu'on lance des choses, on les met en place, et c'est vraiment un aller-retour continu entre le résultat pour une amélioration continue du résultat. On n'a pas attendu d'avoir un BPREA 100% optimum, tout léché pour le lancer. Alors, on a fait des allers-retours à chaque fois, et c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à être dans le développement et une gestion managériale basée sur la confiance, parce que on est sur des gens qui sont parfois loin, et sur l'exigence, et on est sur des gens qu'il faut valoriser. On parlait tout à l'heure des compétences. On a besoin de compétences, des compétences à temps partiel, de gens qui ont des métiers à côté. On ne fait pas venir un spécialiste. On a par exemple en intervenant la présidente de l'association des fleurs coupées françaises. Donc on a des pointures comme ça qui sont chez nous. Là, voilà, il faut leur proposer des choses dans lesquelles ils se retrouvent, ou dans la promotion de la fleur coupée, ou dans le... Voilà. Dernier point que je n'ai pas marqué, c'est là où on a sans doute le plus péché, c'est la communication en interne. Voilà. C'est vraiment important de communiquer à la fois sur les risques qu'on a si on ne va pas sur ce développement de nouvelles formations, de nouveaux modèles. Et en même temps, il faut plus communiquer pour rassurer les gens, etc. Mais ce n'est pas simple, puisque on passe parfois pour le messager qui est porteur d'une mauvaise nouvelle et qui, si on assassine, on a l'impression qu'on peut faire disparaître la mauvaise nouvelle si on assassine le messager. C'est pas moi qui ai inventé la possibilité d'ouvrir la formation à distance. De mémoire, c'est la loi El Khomri de 2014 qui a été renforcée par la loi 2018. C'est pas de ma faute si on a des publics qui se reconvertissent et qui veulent se reconvertir pendant qu'ils sont en travail, qui ne veulent pas revenir en centre. Moi, j'ai la conviction qu'on a, entre guillemets, qu'on n'a pas formé beaucoup de gens qui seraient allés en centre s'ils n'étaient pas venus chez nous. Voilà. Ça, c'est un point qui est important. Pour conclure, je voudrais simplement dire qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un cadre du pacte et de la loi d'orientation d'avenir agricole qui est explicite sur ces deux volets. Il est clair qu'il faut aller chercher un maximum de public, il est clair qu'il faut apporter beaucoup de compétences. Ces compétences-là, on ne les aura jamais en interne. Et c'est, à mon avis, aujourd'hui, une chance inouïe pour les CFPPA de prendre une place sur les territoires en coordination, en complémentarité des différents acteurs pour contribuer à cette montée en compétences des actifs, à la reconquête de la souveraineté alimentaire en allant chercher de nouveaux publics qui ont la possibilité de se former par de nouveaux moyens. Voilà. Moi, j'en suis convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, on a les deux morceaux de l'échiquier des publics. On a le public et le public qui se finance. Il faut que l'enseignement agricole soit capable, en complémentarité, de proposer des produits qui, sur l'ensemble de cet échiquier-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Donc un grand merci à Nicolas et à Gilles pour leurs 2 présentations qui étaient extrêmement complémentaires au demeurant. L'heure a considérablement tourné. Donc éventuellement 1 ou 2 questions, mais pas plus, avant de passer à la conclusion par notre directeur général.